Bonsoir à toutes et à tous qui nous rejoignent sur Télé Djibouti. Il est 22 heures, la seconde édition de cette journée. Au sommaire de cette édition. L'actualité de ce 22 heures a été dominée par le chef de l'État qui reçoit le Premier ministre du Soudan. Et en Espagne, lance une vaste opération de régulation pour les sans-abri, sans-papiers. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoint. Le président de la République, son Excellence Ismaël Mar Guelleh, a reçu aujourd'hui au Palais de la République une importante délégation soudanaise conduite par le Premier ministre du Soudan, le Dr Kamil Dayeb Idriss. Cette audience tenue entre les chefs de l'État, également président en exercice de l'IGAD, et le Premier ministre soudanais a permis d'échanger sur l'évolution de la situation actuelle au Soudan, ainsi que les moyens de renforcer davantage les liens de fraternité, d'amitié et de coopération étroite entre la République Djibouti et le Soudan, et des relations historiques fondées sur une proximité culturelle et linguistique profonde unissant les deux peuples. Les deux parties ont également souligné l'importance de conjuguer les efforts en faveur de l'instauration de la paix au Soudan et du renforcement de la stabilité, condition essentielle à l'intégration économique régionale dans un pays confronté à un conflit armé depuis plusieurs années. Le Premier ministre soudanais était à la tête d'une importante délégation comprenant notamment son conseiller, l'ambassadeur Ali Mohamed Al-Boufari, le secrétaire général de son cabinet, M. Foumoua Ouia Ousmane, ainsi que le général Abbas Mohamed, ainsi que l'adjoint au directeur de la sécurité du Soudan. Côté djiboutien, on prépare à cette audience le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, M. Abdelkader Hussein Omar, le directeur général de la documentation et de la sécurité nationale, M. Hassan Saïd Khiré, le secrétaire général à la présidence, M. Mohamed Abdoulaye Ouaïs, ainsi que le directeur du département du monde arabe au ministère des Affaires étrangères, M. Mohamed Douali. Toujours dans le même cadre, le Premier ministre soudanais Kamil Dayeb Idriss a effectué aujourd'hui également une visite de terrain incluant la société de gestion du terminal à conteneurs ainsi que le Doral Multipurpose GMP à la suite de son arrivée dans la capitale. Il a été accueilli à cette occasion par le président des ports et des zones franches, Aboubakar Marhadi. La tournée qui a débuté par le terminal à conteneurs où le docteur Idriss ainsi que sa délégation de l'accompagnant a été informée à travers des exposés détaillés présentés par les hauts responsables de la société des capacités opérationnelles du terminal ainsi que son rôle stratégique dans le développement de l'économie nationale et le renforcement des échanges commerciaux régionaux et internationaux. Le Premier ministre soudanais s'est ensuite rendu à la suite de cette journée à Doralé Multipurpose Port DMP où une visite similaire lui a permis de découvrir la diversité des services offerts à cette infrastructure stratégique ainsi que sa contribution essentielle au développement du secteur du transport, de la logistique, consolidant la position de Djibouti en tant qu'hub régional du commerce maritime. Ainsi, à l'issue de cette visite illustrant la profondeur des relations historiques et fraternelles entre la République Djibouti et la République du Soudan, ainsi que la volonté des dirigeants des deux pays de renforcer une coopération bilatérale dans les domaines d'intérêt commun, le Premier ministre soudanais était accompagné lors de cette visite par le ministre des Affaires étrangères, porte-parole du gouvernement, Abdelkader Hussein Omar, de l'ambassadeur du Soudan à Djibouti, Mohamed Saïd, ainsi que les membres de la mission diplomatique soudanaise à Djibouti. Et le départ du Premier ministre soudanais après une visite de travail d'une journée à Djibouti, son excellence le Premier ministre de la République du Soudan, Dr Kamil Dayeb Idriss, a quitté la capitale ce mercredi après-midi pour gagner son pays. Au cours de son séjour, le chef du gouvernement soudanais a été reçu en audience par le président de la République, son Excellence Ismaël Mar Guelleh. Les deux dirigeants ont eu, au cours de cet échange, approfondi sur l'état de relations d'amitié et de coopération
entre Djibouti et le Soudan, ainsi que sur plusieurs dossiers d'intérêt commun au niveau régional, continental et international. La visite a également permis au Premier ministre soudanais de découvrir l'expérience djiboutienne en matière de développement, notamment à travers la visite des infrastructures portuaires, véritable pilier de l'économie nationale djiboutienne. À son départ à l'aéroport international de Djibouti, le Premier ministre soudanais a été accompagné par son homologue djiboutien, Premier ministre djiboutien Abdelkader Kamel Mohamed. À l'issue de ce déplacement, les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer davantage les relations fraternelles de coopération bilatérale entre Djibouti et le Soudan. Après cette visite officielle, maintenant l'Assemblée nationale qui a ouvert ses travaux conformément aux dispositions de l'article 52 de la Constitution. Dileita, Mohamed Dileita, président de l'Assemblée nationale, a présidé ce mercredi 26 janvier 2026 la 5e séance publique de la 2e session ordinaire de la 9e législature, séance qui s'est tenue en présence du Premier ministre du gouvernement, Abdelkader Kamel Mohamed, des membres du gouvernement, ainsi que l'ensemble de députés. En ouverture des travaux, le président de l'Assemblée nationale a adressé ses salutations aux membres du gouvernement et aux députés avant de procéder à la lecture de l'ordre du jour, celui-ci portant principalement sur l'examen du projet de loi relatif à l'électrification rurale, ainsi que 10 projets de loi portant approbation des comptes financiers de plusieurs établissements publics dans la DDS, l'Imprimerie nationale, la radio-télévision de Djibouti, l'Institut national de l'administration publique, l'Agence de réhabilitation urbaine et du logement social, la CAM, l'ANSI, le CERD, l'Université Djibouti au titre de l'exercice 2023. Au cours des débats, plusieurs députés ont été interpellés par l'exécutif sur la conformité des comptes financiers présentés, la gestion administrative et budgétaire des établissements concernés, ainsi que sur l'application des principes de transparence, de redevabilité et de bonne gouvernance. Les membres du gouvernement ont apporté les éclairages nécessaires sur l'ensemble des points soulevés, tant sur les aspects budgétaires que comptables et administratifs. À l'issue des délibérations, l'ensemble des projets de loi inscrits à l'ordre du jour a été soumis au vote de la représentation nationale et adopté à une large majorité. Prenant ainsi la parole, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a salué la qualité des débats parlementaires ainsi que le sens élevé des responsabilités ayant caractérisé l'examen des textes. En clôture de cette séance, le président de l'Assemblée nationale est revenu sur les principaux axes acquis de cette 2e session ordinaire, notamment la mise en régularité et le respect des délais dans la représentation des comptes financiers des établissements publics, saluant l'engagement du gouvernement, des députés, des commissions de finances. Il a également rendu hommage à l'implication des parlementaires en commission et en séance plénière au sein du COSUS des femmes parlementaires. Et à l'issue de cette séance plénière, l'Assemblée nationale qui a ouvert sa 5e séance publique sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, au programme qui a été établi par plusieurs institutions publiques. Je vous propose de suivre les questions-réponses des parlementaires et de l'exécutif. Qu'en est-il l'état des lieux et la situation exacte de ces projets axés sur la promotion d'électrification rurale? C'était une panoplie de questions. Donc je vais essayer de répondre globalement sur l'ensemble du projet de loi et de l'électrification rurale. C'est une première à Djibouti aujourd'hui que nous puissions en débattre et faire passer à l'Assemblée cette loi sur l'électrification rurale et comme vous le savons tous, qui est l'épine dorsale même du secteur de l'électricité et aussi de l'accès à l'électricité à nos concitoyens les plus éloignés dans les villages au fin fond du pays. Comme vous le savez tous, l'accès à l'électricité est l'une des priorités du gouvernement de la Djibouti et de la vision 2035. La plupart des questions ont été répondues à la commission, mais je vais essayer d'apporter plus de précision. Et comme vous le savez tous, Djibouti, nous n'avions qu'une seule centrale qui a été construite, centrale solaire, d'abord en 2012 à Ali Adé. Cette centrale d'Ali Adé n'était pas conçue pour le Djiboutien. C'était une centrale qui était conçue pour les villages de réfugiés d'Ali Adé.
la première centrale solaire pour un village a été initiée en 2016 à Adelou. De 2016 à 2026 aujourd'hui, nous avons essayé d'élargir, de construire, de donner l'accès à l'électricité à nos concitoyens à plus de 8 villages. 8 villages. Aujourd'hui, nous sommes des villages en construction et des villages qui ont déjà l'accès à l'électricité. Et à l'issue de ces questions-réponses, le Premier ministre ainsi que les ministres concernés ont répondu point par point, apportant ainsi des éclairages nécessaires. Et à l'issue de cette séance de questions-réponses, l'ensemble des projets de loi inscrits à l'ordre du jour ont été adoptés à une large majorité. Réécoutons la seconde partie. Madame la ministre, est-ce que la DDS va retrouver toute son essence? Est-ce qu'elle est fonctionnelle? Est-ce qu'elle peut être, comment dirais-je, retrouver son ampleur? Aujourd'hui, le chef de l'État a une vision. Sa vision, elle est claire. C'est de faire des territoires et des départements et des régions des territoires qui se valent. 200 infrastructures sociales de base ont été construites par l'ADDS. 200, Monsieur Abdelissé, si vous sortez dans les régions, vous allez voir que l'ADDS est toujours fonctionnelle, c'est pour répondre à vos questions. Les députés des régions peuvent témoigner et c'est les meilleurs avocats de l'ADDS aujourd'hui. J'ai trouvé le Parlement et je remercie également le Parlement. Tout le monde est vraiment d'accord avec ce que donc ça. Et maintenant, si vous restez dans la capitale et dans la commune qui vous tient à cœur, Monsieur Abdelissé, je vous ai écouté, donc écoutez mes réponses. La commune de Balbala qui vous tient à cœur, ce qui s'est passé jeudi dernier prouve que l'ADDS existe et l'ADDS continuera à exister. Et si vous avez des idées, on est prêt à les prendre. Merci. Quel est aujourd'hui le montant exact de la dette réellement imputable à Arilos? Et sur quelle durée est prévu son remboursement effectif sans compromettre les nouveaux projets de logements sociaux? Sur la question de la dette foncière, ce qu'on appelle la dette foncière de l'agence, c'est qu'il y a des terrains qui sont mobilisés donc, pour l'agence pour qu'elle puisse réaliser les travaux. Ces terrains comportent donc ce qu'on appelle les mètres carrés qui sont cessibles, donc vendables, et les mètres carrés qui reviennent aux routes et tous les équipements sociaux et commerciaux. Donc, une fois qu'on a fait ce calcul-là, l'agence recouvre le montant du mètre carré cessible sur les particuliers qui accèdent à la propriété foncière. Et c'est au fur et à mesure que ce recouvrement est fait que cette dette est résorbée. Vous pourrez comprendre qu'un projet immobilier prend du temps et ne se termine pas en l'espace de quelques mois, mais prend des années. Et donc cette dette, elle est vraiment pas, c'est pas une dette qui est toxique, c'est une dette qui est très donc saine et qui peut être remboursée une fois que le recouvrement est fait. Et à l'issue au terme de ces questions-réponses, Abdelkader Kamel Mohamed a salué la qualité des débats parlementaires ainsi que les sens élevés des responsabilités marquant l'examen des projets de loi soumis à la représentation nationale. Il a également souligné l'importance du dialogue entre l'exécutif et le législatif dans le renforcement du gouvernement public. Écoutons l'extrait du Premier ministre. Conformément à nos principes et nos coutumes républicaines, cette séance a autorisé la manifestation des aspirations politiques de cette Assemblée suite à des discussions qui, je tiens à le préciser, ont été libres d'expression, stimulantes et empreintes de dignité. Aujourd'hui, nous avons examiné 11 projets de loi portant principalement sur les approbations de comptes financiers des divers établissements publics, ce qui renforce le contrôle des parlementaires et la transparence totale devant vous. Tout d'abord, permettez-moi de reconnaître le travail réalisé par chacune et chacun d'entre vous, les discussions parfois animées, l'analyse détaillée des documents, la participation active dans les commissions témoignent concrètement que le Parlement est et demeure le noyau vivant de notre République.
Et au cours de ces échanges, les parlementaires ont interpellé l'exécutif sur les gestions administratives et budgétaires, la conformité aux comptes présentés, ainsi que le respect des principes de transparence. Voici les propos du président de l'Assemblée nationale, Dilita Mohamed Dilita. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, honorables députés, nous venons d'épouser l'agenda de cette 6e et dernière séance publique. Et comme il est d'usage, permettez-moi de revenir brièvement sur les caractéristiques saillantes des activités parlementaires débutées le 1er octobre dernier. Durant la seconde session ordinaire qui prend fin le 31 janvier, comme le stipule la Constitution, le tableau de bord des accomplissements de l'Assemblée nationale est conséquent en termes qualitatifs. L'institution parlementaire a abrité plus d'une cinquantaine de réunions de commissions, plusieurs ateliers, dont les ateliers co-organisés par le Parlement panafricain, 6 plénières avec plus de 70 lois votées, la tenue chaque mois d'une ou 2 conférences des présidents. De plus, nous devons aussi être satisfaits de la plus-value qualitative constatée des acquis de ces 4 mois. Le plus emblématique des contributions de l'Assemblée nationale sur la période écoulée étant la réforme de la Constitution et la mise à disposition pour notre pays et de ses institutions d'un cadre légal rénové et d'une architecture institutionnelle revigorée. Excellences, Mesdames et Messieurs, autre fait notable à inclure dans le bilan, la présentation en temps et heure des comptes financiers des établissements publics s'installe solidement dans les paysages parapublics grâce à la nouvelle orientation impulsée dans les derniers mois. Comme je l'ai relevé dans mes propos introductifs de la session du 1er octobre, le mérite pour cette prouesse inédite revient à l'initiative du chef de l'État et aux injections conduites sous la coordination du Premier ministre. En second lieu, je tiens à souligner la contribution des ministres et des parlementaires pour l'examen et le vote des approbations de ces comptes financiers dans des délais parfois très courts. Les membres de la Commission des finances, présidés par l'honorable Charmarké Moussa, méritent de notre part des félicitations pour leur engagement et leur disponibilité. Aujourd'hui encore, nous avons eu 10 sur 11 textes qui ont été examinés par la Commission des finances. Mesdames et Messieurs, Excellences, je rends hommage à mes collègues, membres de cette commission, ainsi qu'au reste des députés qui se sont investis davantage, que ce soit en commission, en plénière, durant les ateliers organisés sur les thématiques majeures ou dans le caucus des femmes dont la dernière assise s'est tenue il y a moins de 24 heures. Pour l'inventaire de la seconde session, je conclus sur ce point l'objectif d'une meilleure visibilité de l'Assemblée nationale sur la scène internationale continue de s'améliorer notamment à travers de l'élection des députés djiboutiens à des postes de premier plan au sein des plateformes parlementaires régionales et internationales. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour terminer, je tiens à relever que l'institution parlementaire n'entend pas moins que de ses députés, surtout dans la période des élections qui est proche. Et cela doit autant se manifester durant l'intersection qui débute, sauf Inch'Allah, imprévu, dès le 31 janvier, Inch'Allah, et doit être placé sous la signe de plus de contacts de proximité avec nos électeurs pour présenter les points saillants de la candidature de son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh. J'exhorte mes collègues élus du peuple à ne point ménager leurs efforts pour se rapprocher davantage de leurs concitoyens pour une adhésion pleine et sans réserve de notre nation aux côtés du chef de l'État. Sur ces recommandations, je déclare clore la 6e séance publique. C'est donc un extrait du discours du président de l'Assemblée nationale à l'issue de cette séance plénière. Et diplomatie régionale à présent, une importante délégation conduite par le ministre des Finances, Ilyes Moussa Douale, et comprenant notamment les membres du comité exécutif de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, M. Mohamed Abdi Aware,
sont arrivés donc à Mogadiscio, dans la capitale somalienne. À l'arrivée à l'aéroport international Aden Adi, les membres de la délégation ont été chaleureusement accueillis par les hauts responsables du gouvernement fédéral somalien, conduit par le ministre des Finances, M. Bihi Iman Ege. Celui-ci était accompagné du ministre d'État à la Sécurité, M. Mohamed Ali Aga, de plusieurs députés et parlementaires somaliens, de l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la Somalie, M. Mohamed Rachid, également d'autres hauts responsables. Lors d'une brève allocution interprétée à cette journée, prononçée à cette occasion, la cérémonie d'accueil du ministre des Finances de la Somalie, Bihi Iman Ege, a exprimé sa gratitude à la délégation djiboutienne pour cette visite à Mogadiscio pour pouvoir répondre favorablement à l'initiative des autorités somaliennes. Autre nouvelle du pays, éducation, notamment le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mahamdoud, a reçu la visite d'une importante délégation du Parlement mondial pour l'éducation, JPE, sous un acronyme anglais, conduite par le directeur général adjoint Charles North. La représentante de la Banque mondiale à Djibouti, Fatou Fall, a introduit la délégation auprès du ministre qui leur a réservé un accueil chaleureux. L'occasion pour le ministre de brosser un large bilan des réalisations substantielles de son département grâce au projet d'élargissement des opportunités d'apprentissage, dit PRODA, cofinancé par la Banque mondiale et le GPE. Le ministre a rappelé les améliorations conséquentes en termes d'accès à l'éducation de base, des pratiques pédagogiques, mais aussi le renforcement des capacités de gestion ministérielle. Il a mis l'accent sur la construction d'écoles, de cantines et de dortoirs, la fourniture gratuite des manuels et uniformes scolaires en zone rurale, mais aussi la formation des enseignants à l'inclusion des enfants vulnérables. Un bilan largement salué par le directeur général adjoint du GPE, qui a appelé le ministre à partager l'expérience du même FAB avec les pays voisins qui font face à des défis similaires et des difficultés identiques. Il a assuré le ministre du soutien du GPE qui a entériné la poursuite du projet PRODA avec une enveloppe conséquente. Pour rappel, le projet a débuté en 2020, s'inscrivant ainsi dans une vision Djibouti 2035 dans la transformation de l'éducation. Il vise également à renforcer l'accès à l'éducation, notamment au milieu rural pour les filles, et améliorer la qualité de l'apprentissage. Plus généralement, le partenariat mondial pour l'éducation vise à mobiliser plus de 15 milliards de dollars sous forme de financement ou de mécanismes innovants entre 2026 et 2030 pour permettre à près de 750 millions d'enfants d'accéder à l'éducation de qualité dans plus de 96 pays à travers le monde. Autre nouvelle du pays, un atelier de lancement officiel a été observé, intégrant l'adaptation au changement climatique dans le processus de planification et budgétaire à Djibouti, qui s'est tenu ce matin à Sheraton Hotel. La cérémonie qui a été présidée par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussahilem, a réuni la représentante résidente du PNUD à Djibouti, le secrétaire général du département ainsi que les représentants des autorités régionales. Ce projet, appelé NAP, constitue un instrument structurant pour l'avenir du pays, car le changement climatique n'est plus une perspective lointaine ni un simple débat scientifique. Djibouti fait face à une vulnérabilité climatique importante marquée par la rareté des ressources en eau, la recrudescence des sécheresses et des inondations. En tant que partie prenante à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et signataire de l'accord de Paris, le pays entend honorer ses engagements à travers l'élaboration d'instruments stratégiques majeurs visant à renforcer sa résilience et intégrer l'adaptation au climat dans la politique nationale. Pour le climat est soutenu par le programme des Nations Unies pour le développement. Les dernières évaluations du groupe expert intergouvernemental sur l'évolution du climat confirment que les effets du changement climatique s'intensifient à un rythme plus rapide qu'anticipé. À Djibouti, cette évolution en une augmentation de la fréquence de l'intensité des sécheresses, des risques accrus pour les zones côtières et marines,
ainsi que des impacts directs sur les moyens de subsistance et la stabilité socio-économique du pays. Dans cette continuité, ces projets de readiness, comme on dit en anglais, ou de soutien préparatoire offrent à Djibouti une opportunité stratégique pour améliorer l'accès à la finance climat. En structurant une pipeline de projets d'adaptation bancable alignés sur les priorités nationales, il jette les bases d'une mobilisation plus efficace des financements climatiques. La réussite de ces projets repose sur une approche inclusive et participative. J'invite donc ensemble des parties prenantes, des ministères sectoriels, autorités régionales, secteur privé, société civile, etc., à s'engager activement dans ces processus. Vos perspectives, vos compétences seront déterminantes pour construire une stratégie de l'adaptation juste et efficace qui ne laisse personne de côté. Et dans son mot d'ouverture, le ministre a souligné l'importance de ce projet pour l'avenir de Djibouti, rappelant ainsi que le changement climatique n'est plus une perspective lointaine ni un simple débat scientifique, mais une réalité à effectuer. On l'écoute. C'est pour moi un réel plaisir aujourd'hui de présider la cérémonie de lancement officiel du projet intitulé « Intégrer l'adaptation au changement climatique dans le processus de planification et de budgétisation de Djibouti ». Un projet structurant pour l'avenir de notre pays. Le changement climatique n'est plus une perspective lointaine, ni un débat scientifique abstrait. Il constitue aujourd'hui une réalité mondiale, reconnue par l'ensemble de la communauté internationale, qui menace les fondements même du développement, de la sécurité humaine et de la stabilité économique. Les rapports successifs du GIEC sont sans équivoque. Le monde s'éloigne dangereusement de la trajectoire permettant de contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. Et les impacts se font déjà sentir avec une intensité sans précédent. Dans ces contextes, l'Afrique, qui contribue très faiblement aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, demeure paradoxalement l'une des régions les plus exposées aux effets des changements climatiques. Cette injustice climatique impose une réponse collective, mais aussi des actions nationales fortes, cohérentes et anticipatrices. Djibouti n'échappe pas à cette réalité. Notre pays fait face à une vulnérabilité climatique et structurelle, marquée par la raréfaction des ressources en eau, les récurrences des sécheresses et des inondations, la dégradation des écosystèmes, la fragilisation des moyens de subsistance et la pression accrue des secteurs clés de notre économie. Ces impacts menacent directement les progrès réalisés en matière de développement durable et de la réduction de la pauvreté. Notre pays fait partie de la Convention cadre des Nations Unies du changement climatique et de l'accord de Paris et a honoré ses engagements à travers l'élaboration de plusieurs instruments stratégiques majeurs, notamment les communications nationales, le PANA, la stratégie nationale sur le changement climatique et la contribution déterminée au niveau national récemment révisée et transmise, pour ne citer que celle-là. Aujourd'hui, je lance le projet d'élaboration du plan PANA. Djibouti affirme clairement sa volonté de passer de la réaction à l'anticipation, de la vulnérabilité à la résilience et de l'urgence à la planification stratégique. Il s'agit d'un investissement pour l'avenir de notre nation et pour le bien-être des générations présentes et futures. À l'ICB, cette fois, le ministère de la Santé a organisé une caravane chirurgicale de lutte contre le cataracte à l'hôpital régional de l'ICB. Initiative qui s'inscrit dans le cadre du programme national de lutte contre la cécité, visant à redonner la vue à des centaines de personnes âgées. Menée par une équipe médicale spécialisée conduit par le docteur Ibrahim, ophtalmologue, la campagne a permis la prise en charge gratuite de nombreux patients, hommes et femmes confondus. Après les consultations, les cas opérables ainsi ont été orientés vers le bloc chirurgical. Au total, 150 personnes âgées ont bénéficié d'une intervention contre la cataracte. La campagne bénéficie de l'appui financier du Fonds de solidarité islamique pour le développement. Opérations similaires sont prévues prochainement à Djibouti-Ville ainsi que dans les 5 régions de l'intérieur. À cette occasion, la délégation conduite par le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Bouneta, accompagné du président du conseil régional, Chamaki Hassan, se sont rendus dans l'hôpital régional Dr Ahmed
Absi Warsama, accueilli par le directeur général par intérim de l'établissement, Mohamed Miguel Hassan. La délégation a salué l'engagement des équipes médicales. Chaque année, cette campagne permet à de nombreuses personnes âgées de retrouver sensiblement la qualité de leur vie, au grand soulagement des bénéficiaires et leurs familles. Diplomatie étrangère et sécuritaire dans le cadre du renforcement de la coopération militaire et sécuritaire dans la République de Djibouti et les États-Unis d'Amérique. Un exercice d'entraînement conjoint d'envergure s'est déroulé aujourd'hui à proximité du champ de tir de Mariama. Il y a réuni le bataillon d'intervention rapide des forces armées djiboutiennes, des éléments des forces militaires américaines. L'exercice qui s'est tenu sous la supervision du général de la brigade, Matthew Brown, commandant de la force opérationnelle interarmée combinée Corne de l'Afrique, en présence des responsables militaires djiboutiens et américains. Il s'inscrit dans le cadre du plan d'action bilatéral et illustre la solidité des partenariats stratégiques entre les deux pays en matière de défense et de sécurité. Les manœuvres ont porté sur l'entraînement au combat, les techniques de tir, la coordination interunité, ainsi que le partage de procédures et de bonnes pratiques environnementales, d'environnement opérationnel. Ces activités ont permis de renforcer l'interopérationnalité des forces, d'améliorer leur qualité opérationnelle et de consolider la confiance entre les unités partenaires. Le champ de tir de Mariama, infrastructure stratégique issue de la coopération bilatérale, constitue un outil essentiel de développement des capacités des forces armées djiboutiennes. Son utilisation lors de cet exercice témoigne ainsi de l'impact concret des investissements dans le domaine de formation militaire. À travers cet entraînement, les forces armées djiboutiennes, et en particulier le bataillon d'intervention rapide, ont démontré leur professionnalisme et leur engagement en faveur de la sécurité nationale et régionale. À leur côté, les forces américaines ont réaffirmé leur soutien au renforcement des capacités locales et la stabilité dans la Corne de l'Afrique. À Tadjoura, cette fois-ci, la division de la douane de Tadjoura, en collaboration avec l'armée nationale et la police, ont procédé à une saisie de 2900 kg de khat de contrebande dans la sous-préfecture de Dora. À l'issue de cette opération, les marchandises saisies ont été immédiatement détruites sur place. Les moyens de transport utilisés pour la contrebande ont été saisis, tandis que le contrebandier a pris la fuite. Le directeur général de la douane, M. Goulet Ahmed Youssouf, félicite l'ensemble des forces mobilisées durant cette opération de l'armée nationale de la région placée sous le commandement du colonel Ali Shahim, ainsi que la police de Tadjoura, ainsi que les agents de la douane pour leur efficacité et leur rapidité. Place aux infos. À l'actualité hors de nos frontières, notamment à l'Espagne qui régularise de 500 migrants sans papier. L'Espagne qui compte régulariser plus de 500 migrants. Le gouvernement espagnol travaille sur les mesures annoncées mardi. Pour en bénéficier, il faut avoir résidé dans le pays pendant un certain temps et montrer une patte blanche. Ce processus s'adresse aux ressortissants étrangers qui auront séjourné en Espagne pendant au moins 5 mois avant le 31 décembre 2025. Les demandeurs d'asile qui auront déposé leur demande avant le 31 décembre 2025 pourront également en bénéficier. Une autre condition essentielle est de ne pas avoir de casier judiciaire. Les personnes participant à ce processus qui remplissent les conditions requises pourront obtenir un permis de séjour légal. Ce sera tout. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Télé Djibouti. Restez avec nous, le programme continue.